tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Au Bénin, le poumon de l'économie nationale, le port autonome de Cotonou se révèle de moins en moins au meilleur de sa forme. Et ce n'est que secret de polichinelle. Le port d'Anvers a s'achevé officiellement depuis le 8 janvier 2018, fait des pieds et des mains en vue d'aider à redorer son blason. Quelques semaines plus tard, soit du 29 janvier au 11 février, Mariannette Trafic renseigne. Le port de Cotonou aurait accueilli 39 navires pendant que celui de Lomé, sur la même période, en a accueilli 131. Sur cette même période, le port de Cotonou n'a jamais pu dépasser la barre de 4 navires dans une même journée, pendant que le port de Lomé a dépassé la barre des 12 navires par jour. 9 mois après, les signaux semblent invariable, la désaffection plus que partante. Le port de Cotonou chercherait désespérément ses marques sérieusement distancées par la jeune pousse d'antan, le port de Lomé. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer, mesdames, messieurs, ce qui s'apparente désormais à une déchéance? Et que faire, en dépit des réformes actuellement en cours, pour changer la donne? 100% Bénin voudrait vous proposer le regard croisé d'un acteur portuaire et d'un aspect financier. Ce sera autour du thème « Réforme portuaire au Bénin, nécessité de réajustement des paradigmes de performance ». À ma gauche, il a nom Rustico Rodrigue Raoul, expert financier, il est fiscaliste. Rodrigue Raoul Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de lui, un acteur portuaire, peut-on dire, Marouf Salami, il est le président de l'association des jeunes déclarants et mandataires en douane du Bénin. Marouf Salami, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci aussi pour la C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, des opérateurs économiques à fréquenter assidûment le port autonome de Cotonou, ce n'est plus, dit-on, la grande affluence. Comme remède, une nouvelle dynamique managériale aurait été imprimé à la structure avec la signature de contrat avec le port d'Anvers. Mais la mayonnaise tarderait toujours à prendre. Marouf Salami, le port de Cotonou y est comparé à une miel qui ne cesse d'attirer des mouches. Il paraît que c'est de plus en plus difficile, oui. Difficile de voir des mouches s'attrouper autour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le port autonome de Cotonou et la douane béninoise n'ont plus l'image d'avant que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les clients fuient notre port pour le port de Lomé. Qu'est-ce qui explique tout ça là? On sentait cela, hein? On sentait que, oui, il y a comme une fuite vers l'avant et on a pensé qu'il faut ajuster les choses. Mais aujourd'hui, lorsque les gens crient à donner de la voix, que toujours le mal, ça semble aller de mal en pire. C'est parce que les gouvernants ne veulent pas nous écouter. Parce que nous avons déjà cette inquiétude depuis le mois de janvier. Que cette année, ça ne peut pas aller. Parce que l'année passée, rien n'a changé. Et je veux dire que depuis que le président Patrice Talon n'a plus le pouvoir, tous les clients fuient notre port. On ne sait pas pourquoi. Malgré qu'ils ont réduit les prix, les coûts de transit, ils n'ont pas accepté à venir s'approvisionner chez nous. Parce que, vous savez, il y a un problème entre le Nigeria et le Bénin. Le problème, c'est que quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir, ils ont interdit un certain nombre de produits de rentrer au Bénin par voie terrestre. C'était avant. C'était avant. Et lui aussi, il a pris autre mesure. Et il est encore allé plus loin. Parce qu'avant, le Nigeria avait accepté les véhicules neufs. Mais il est allé plus loin. Il a encore interdit même l'entrée des véhicules neufs par voie terrestre. Donc ça veut dire que c'est un problème pour le Bénin. Alors que c'est le Nigeria qui vient approvisionner au Bénin. Plus les Nigériens. Donc vous voyez tout ça là, ça fait que comme le Nigeria a fermé ses frontières, le Bénin a commencé par avoir des problèmes. Donc c'est un problème pour nous et nous avons demandé à rencontrer les autorités pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous allons régler le problème. Parce que nous sommes toujours avec les clients. Nous envoyons nos militants vers Madougouri et autres pour rencontrer les clients. Mais ils disent qu'ils veulent toujours passer par le Bénin. Mais le problème c'est que notre président ne veut pas négocier
avec le président nigérian, malgré qu'il est parti là-bas plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation sérieuse dans tout ça là. Donc le problème aujourd'hui du port, c'est, faut penser d'abord le Nigeria. C'est le Nigeria notre problème. Fondamentalement. C'est le Nigeria. Parce que les Nigériens, ils ont fui notre port. Et ils préfèrent le port de Lomé. Pourquoi? Parce que c'est une question. Et de même, les clients de Guinée équatorienne et les Gabonais qui fréquentent notre port aussi ne viennent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de questions. Et dans le débat, nous allons rentrer dedans, on va voir comment. Justico, est-ce que ce phénomène, qui en vérité n'est pas nouveau, la remarque, comme je le disais, a été faite, ça ne date pas de maintenant, et c'est à raison que les nouvelles autorités ont pris un certain nombre de dispositions pour essayer de booster l'activité portuaire. Mais ça prend du temps à réellement décoller. Comment l'expert financier observe-t-il ce phénomène qui dure dans le temps? Merci beaucoup, cher ami. Je pense qu'il faut un peu essayer d'éclairer un peu les uns les autres. En la matière, vous savez, le port de Cotonou a toujours été un port de transit depuis des années. Et il va falloir quand même faire des réformes pour qu'on arrête quand même de passer juste par notre port pour desservir les pays de l'Interland. Puisque par le passé, ça a toujours été comme ça. Et donc, mettre en place cette fois-ci des réformes pour pouvoir mieux, tirer en termes de profit au niveau de notre port au Colombe de Cotonou, c'est vraiment une bonne chose. Vous savez, l'autre chose est de faire des réformes, mais l'autre chose, c'est des hommes qui conduisent les réformes. Si le président de la République pense qu'il faut confier la gestion du port à un grand groupe international, c'est qu'a priori, on attend vraiment des résultats. Donc, ce n'est pas qu'on a confié ce port-là à dessein, on l'a confié parce que le directeur qui est là actuellement pour gérer le port autonome de Cotonou a un cahier de charge. Alors, et dans ce cahier de charge, c'est clair et net que toute réforme tarde naturellement à prendre. Maintenant, est-ce que c'est dans cette foulée-là qu'on n'a pas encore les prémices de ces réformes? Personne ne le sait. Et il va falloir quand même qu'on communique un peu autour des difficultés portuaires que les acteurs rencontrent tous les jours que Dieu fait et trouver les solutions appropriées. Et vous savez, quand on parle souvent du port autonome de Cotonou, ça me dérange parce que dans tout ce que nous disons, personne ne parle même de la production locale. Personne ne parle de ce que nous-mêmes nous pouvons envoyer à l'extérieur. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. En permanence dans l'importation. En permanence dans l'importation. Oui. Aucun pays ne peut s'enrichir avec l'importation. Aucun pays. Nous avons eu tout le temps à enrichir les autres pays. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec le même débat. Nous parlons toujours des autres qui passent par notre port. Et nous-mêmes, notre port qui est là, nous ne pouvons pas envoyer des marchandises depuis le Bénin vers les autres pays. Mais c'est ce travail qu'il faut faire. La compétitivité de ce port relève de ce domaine-là. Ce n'est pas assainir les autres, non. C'est notre secteur d'activité qu'il faut d'abord assainir. Il y a les transitaires qui sont là. Ils peuvent travailler. Ils vont travailler. Il y a les promoteurs qui sont là. Nous avons beaucoup de produits que nous pouvons importer, que nous pouvons exporter. Mais nous ne faisons pas ça. Nous encourageons naturellement les importations et nous laissons les exportations, ce qui fait que la balance commerciale sera toujours déficitaire. Les difficultés ne sont que les conséquences de nos mesures, de nos dispositions prises. Et donc, souffrons que nous puissions rencontrer des difficultés comme ça parce que nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas préparés, nous avons laissé notre propre richesse et nous encourageons la richesse des autres. D'où les difficultés sont là. Et donc, le problème est plus sérieux que ce que nous pensons tous les jours dire. On parle toujours des autres, mais nous-mêmes, on en est où au niveau du port autonome de Cotonou? Allez voir les statistiques. Combien de Béninois, d'accord, ont envoyé à l'extérieur des produits du Bénin pour les autres pays du monde? Combien de Béninois ont fait ça? À comparer avec les autres qui passent par notre port pour desservir d'autres ports. Non, il faut qu'on arrête cela. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une réflexion profonde qu'il faut faire. Aller revoir un peu ce que nous avons comme richesse, mieux produire et mieux envoyer ça alors à l'extérieur. Sinon, nous allons toujours crier, puisque les autres, c'est des capitalistes. Ah oui, mieux produire pour pouvoir booster l'économie en général et l'activité portuaire, ça reste un maillon qui ne compte pas pour des détails. Jusqu'à présent, on en parle effectivement très peu. Pour l'existant, le travail qui se fait, c'est comment
intéresser tous ceux-là qui sont dans l'importation à pouvoir continuer à passer par le port et du travail fait sur le terrain. Parlons de ce travail qui est fait, vous, acteurs portuaires, quels sont ceux qui pourraient être considérés comme difficultés, qui pourrait être l'un des facteurs ou autres facteurs handicapant la fluidité au niveau du secteur portuaire? Vous savez, notre pays est essentiellement fiscal. Et c'est ces produits-là importés qui renflouent plus la caisse de l'État. Il faut reconnaître ça là. Pour l'instant, oui. Il faut reconnaître ça. Ce n'est pas pour l'instant. Parce que nous n'avons pas de richesse. Ah ben, Oui. si on travaille, comme l'a dit votre vis-à-vis, Oui. D'ici Vous quelques savez, années, nous n'avons pas, on peut changer. Vous savez, nous n'avons pas ce courage-là de dire la vérité au chef de l'État. Parce que, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne vais pas caresser le chef d'État dans les poids de tout. Parce que le système qu'il a mis en place là, ça ne marche pas. Si j'ai une bonne mémoire, il avait dit, quand il a rencontré les rois, que pour qu'il laisse quelque chose, qu'on le convoque d'abord. Maintenant, nous allons le convoquer maintenant qu'il suspend le PVI là d'abord. Parce que c'est le PVI là qui est en train de rentrer les travaux les trucs au niveau du port. Le PVI, le retour du PVI? Le retour PVI. Parce que comment comprendre que le retour PVI, automatiquement, les clients fuient notre port. Et quand ils ont commencé le système PVI, les Nigériens nous ont dit les Nigériens, parce que pas ici. Pas les Nigériens. Pas les Nigériens. Les Nigériens oui. nous ont dit que ce n'est pas qu'ils ont déjà commandé les marchandises qui ne vont pas passer par notre port. Parce qu'il y a trop de tracasseries. Avec le PVI? Il y a trop de tracasseries avec le PVI. Parce que imaginez un instant, quelqu'un qui a amené une marchandise vers Alada et qui a oublié, qui a passé par le scanner. Et quand il a fini de passer par le scanner, il n'a pas reçu le bordereau. Pourquoi il ne peut pas recevoir le bordereau? Non, vous savez que les conducteurs de camions là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas français. Oui. Donc, arrivé là-bas, quand ils vont décharger, et les autres chargent leurs marchandises, ça dans le système, ça met banderole rouge. Donc, ça veut dire qu'ils vont encore quitter Poste d'Alada, venir ici d'abord, passer par le scanner avant de continuer leur route. Vous voyez? Donc là, il y a déjà tracasserie. Il y a encore beaucoup de faux frais au niveau du parc Alada. Et comme c'est le parc, vous connaissez très bien, du chef de l'État. Non, écoutez, les faux frais au niveau du parc d'Alada, on en a entendu parler, mais c'est au niveau des acteurs, ça ne concerne pas la structure. Non, ce ne sont pas au niveau des acteurs. C'est au niveau de la structure. Quand les acteurs créent, on dit que c'est un faux frais. Quand ils prennent et ils mettent ça sur leur BFI, ce n'est pas faux frais. Je vais vous donner un exemple. Je prends le cas des macarons. Le plan des macarons, ça dit avant, les douaniers amènent les marchandises vers Glo. Donc les clients ne peuvent plus venir ici pour prendre les macarons. Nous avons négocié avec les clients pour dire, prochainement, nous allons vous amener les macarons, mais on va prendre 10 000 francs. Qu'ils ont accepté eux-mêmes. C'est sans débat, oui. Et nous faisons ça depuis. Quand ils sont venus, ils ont coupé. Pour dire que c'est un faux frais. Oui, ça atterrit dans vos poches. Oui. Maintenant, ça appauvrit l'État. Vous êtes d'accord? Attendez, c'est pas fini. Non, maintenant, directement, là, ils ont pris, ils ont mis ça sur le tracking. Tracking, c'est pour le bien contrôle. C'est pas pour l'État. C'est pour le bien contrôle direct. Ils ont mis ça sur le tracking. Là, c'est plus faux frais. C'est un frais légal. Les 10 000 francs. Ils ont même doublé. C'est un frais légal. Donc, c'est quand nous créons pour dire avec les clients, comme l'accord avec les clients qui ne disent rien, là, c'est un faux frais. Mais quand ils prennent ça, ils mettent ça sur le BFU et c'est directement tombé dans la caisse de bien contrôle. C'est plus faux frais. Vous voyez un peu? Et je vais vous dire quelque chose. Et sur cet exemple que vous donnez, s'il vous plaît, ça a été la première semaine de l'exercice de BD Contrôle. Mais après, ça a été interrompu. Jamais, jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas révisé, ils n'ont pas revu le tarif de tracking. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, le chef de l'État, au sommet de G20, il a dit, il a voulu que les investisseurs rentrent au pays. Oui. Mais vous savez, avant que les investisseurs rentrent au pays, il faut qu'il y ait de garanties. Le garantie, c'est plus les infrastructures. Mais vous allez au port de Cotonou, le carrefour du port de Cotonou, quand il pleut, si vous n'avez pas votre pirogue, vous ne pouvez pas passer par là. Non, mais les agents je vous dis, c'est ça. Quand il pleut, c'est un problème. Nous avons crié, on a appelé le chef d'État au secours, on a appelé le directeur des infrastructures
M. Jacques Ayadi au secours. Vous savez ce qu'ils ont fait? Dans la semaine, ils ont mis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont amené une bouée de caillasse et peut-être un peu de sable et deux paquets de ciment. Ils ont remblayé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans la même journée, il n'y a encore plus. Et c'est catastrophique, c'est un problème. On a encore crié. À la fin, ils ont mis des pavés dedans, dans les trous. Alors que ce carrefour dresse des milliards pour l'État. C'est là, lui-même, le Jacques Ayadi passe. Même vous, les journalistes aussi, vous passez par là. Vous voyez ce qui se passe. Prenez vos caméras, allez voir. On parle les caméras, mais les journalistes ne vont pas au port. Non, vous passez par là. C'est un carrefour. Et vous passez, tout le monde passe par là. Même Tomoula aussi passe par là. Ils voient ce qui se passe là. Mais ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit par rapport à ça. C'est un détail par rapport je n'ai pas fini. au fonctionnement réel. Je n'ai pas fini. Bon, allez-y. Ce qui attire les investisseurs, c'est les infrastructures. Plus. Allez à Sekandji, la voie qui mène vers Escotte. Cette voie est impraticable, totale. Ils n'ont même pas pensé. Nous payons 5 500 francs pour la salubrité voie Interprac. 5 500 francs par véhicule. Vous payez ou bien vous payez? Non, on continue pas à payer jusqu'à aujourd'hui. Mais rien n'est fait. Rien du tout. Allez voir la voie, c'est impraticable. Ils ne peuvent même pas passer. Les agents de Bénin Contrôle ne peuvent même pas aller au niveau du parc Escotte. Avant, les douaniers faisaient l'effort d'aller là-bas, mais eux aussi ne peuvent pas aller. Vous voyez? Et encore, qu'est-ce qui attire les investisseurs? C'est la sécurité. Vous n'avez pas dit que la sécurité n'existe pas aujourd'hui. Je dis, attendez, au niveau des parcs, nous payons 27 000 francs pour la sécurisation. Avant, on payait 31 200. Et il y avait des militaires qui venaient, et les militaires sont là. Et le bandisme a disparu un peu. Mais aujourd'hui, nous payons 27 000 francs par véhicule d'occasion, mais il n'y a même pas un militaire, il n'y a même pas un policier. Et tous les jours, les clients sont attaqués. Et comment se fait la sécurité alors? Mais il n'y a plus de sécurité. Il n'y a plus de sécurité. Quand les clients arrivent, les démarcheurs disent qu'ils vont les accompagner. Les autres disent non, nous ne voulons pas que vous nous accompagniez. Mais une fois refusés, on les attaque, on les dépouille. Donc tout ça fait que les clients sont trop fuis notre port. À Lomé, il y a la sécurité totale. Sur votre plateau ici, j'avais dit ici que c'est comme s'il faut créer un autre village sur la plage et sur la mer. Vous allez rire. Allez là-bas voir. Vous allez voir, vous allez constater que ce qui se passe là-bas, là, ils ont tout pris. Même nos frères et choses là, et les dockers sont aujourd'hui en train de partir aux côtés de Lomé pour aller travailler là-bas. Parce qu'ici, il n'y a plus de navire. Imaginez, un jour, on m'a appelé pour dire, monsieur Salam, viens. Je suis allé, on m'a dit, il faut imaginer, dans cette semaine-là, on a reçu que deux navires. Tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais vu. Qu'est-ce qui s'est passé au port, ici? Qu'est-ce qui explique tout ça là? Ça dit, avant, il faut reconnaître que les douaniers ont travaillé. Il faut reconnaître ça là. Mais qu'est-ce qu'il a fait que les douaniers ont travaillé? C'est le chef. Non, c'est le chef de l'État qui va rechercher les investisseurs. Qui va les donner des garanties nécessaires pour venir investir au Bénin. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce qu'on a tendance que l'argent là rentre dans une seule caisse. Oui, le trésor. Non. Bon, Qui est caisse de Bénin Contrôle aujourd'hui? Parce que sur votre plateau ici, je vous ai dit que les recettes de la douane, 70% vont directement dans la caisse de Bénin Contrôle. Mais oui. les gens n'ont pas cru. Oui, vous avez dit ça, mais bon. Les gens n'ont pas cru. Je veux donner, voilà, l'histoire donne raison. L'histoire donne raison où, ça dit l'arrêté que le ministre a pris pour l'interdiction des produits non manufacturés. Vous voyez combien le Bénin Contrôle gagne? Au moins, Bénin Contrôle gagne près de 75 000, la douane à 15 000 francs. Vous voyez un peu que Bénin Contrôle, c'est Bénin Contrôle qui gagne tout. Mais est-ce que ça a un lien avec les importateurs qui vont frapper? Non, tout ça là, ça fait que. Mais on dit, il faut remplir les caisses de l'État. Et l'État doit garantir, ça dit, doit construire les infrastructures, doit payer les forces de l'ordre pour sécuriser les clients. Vous voyez, non? Si l'argent rentre dans la caisse de l'État, effectivement, l'État doit nous donner des sécurités totales. Mais ça ne se passe pas du tout. Mais les problèmes que vous posez, quand personnellement je suis, j'observe que c'est des problèmes qu'on peut régler facilement. Alors, nous avons demandé d'une association. Est-ce que vous avez pu faire des démarches? Voilà. C'est là que je vais en venir maintenant. Un jour,
Dieu merci, j'avais participé à une réunion au Bénin Contrôle. Et on parlait. Quand les autorités au Bénin Contrôle vous ont dit qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes au pouvoir. Si vous voulez aller porter plainte chez qui vous voulez, même chez le chef de l'État. Mais ils sont gonflés. Non, mais... Je vous dis, c'est devant moi, ils ont parlé ainsi. Ça doit être un abus de langage. Non, ils n'ont pas abus. Non. Ils ont été clairs, très clairs. Mais quand ils ont dit ça, ils ont dit ça, automatiquement, j'ai pris la parole. Je ne vais pas demander, j'ai pris la parole automatiquement. Vous dire qu'un jour, ils vont quitter le pouvoir. On va voir la suite. Parce que nous sommes ici avant vous. Eux sont ici encore, vous allez partir. Il ne faut pas me faire des mélanges. C'est-à-dire, nous sommes allés là-bas pour trouver une solution au problème que nous rencontrons. La fois passée, on a demandé à rencontrer l'autorité de Bénin Contrôle même. Mais ils nous ont dit qu'avant de le rencontrer, on doit envoyer d'abord la liste de nos militants avec leur numéro de téléphone. On a dit, mais ce ne sont pas nos militants qui vont vous rencontrer. C'est parce que nous avons des inquiétudes au niveau du port. Et le trafic a baissé. Quand le trafic baisse, c'est que l'État ne gagne plus rien. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'État, notre pays, est essentiellement fiscal. Et maintenant, pour que nous aussi, parce que le chef de l'État a envie de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Il a envie de faire beaucoup de choses. Mais pour l'accompagner, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de milliards pour l'accompagner. Mais la seule chose que nous avons, c'est que de faire tout possible que les clients rentrent au Bénin. C'est de faire tout possible pour que ça dit, les clients soient en sécurité totale au Bénin. Vous voyez? Mais ça ne sont pas le cas. On nous interdit maintenant de rencontrer les autorités. Non. Vous avez parlé de Bénin Contrôle, qui n'est pas à confondre avec l'autorité de tutelle directement. Quand vous savez ce que se passe sur le terrain. Le département ministériel. Vous savez, s'il vous plaît, avant votre exemple, quand vous prenez l'autorité départementale pour prendre le département des transports, vous avez fait des démarches dans ce sens? On a écrit au ministre. Le nouveau ministre n'a même pas répondu. Il ne nous a même pas répondu. Parce que c'est les habitudes. C'est les habitudes. Depuis qu'ils sont venus, c'est le seul qui nous a appelé. Il nous a reçus pendant 2 minutes ou même 1 minute. Après jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus rien. S'il vous plaît, je vais donner la parole plutôt à l'aspect financier. Quand on écoute l'acteur portuaire, on a comme l'impression que c'est plutôt un monde dans un autre monde et qu'il va falloir que l'autorité prenne vraiment ses responsabilités. Oui, écoutez, je l'ai suivi avec intérêt, mais il va falloir quand même que chacun fasse son travail normalement. Voyez. Et lorsque il parlait de faux frais, si vous payez un frais et que vous n'avez pas un reçu, vous pouvez parler de faux frais. Mais lorsque on vous donne déjà un reçu au nom d'une structure autorisée et agréée, automatiquement c'est le plus faux frais. L'autre chose qu'on pourrait alors sur laquelle on peut discuter, c'est l'utilisation faite. Là, c'est autre chose. Et lorsque, en termes de veille citoyenne, et vous payez de l'argent dans la caisse d'une structure et cet argent est destiné à faire quelque chose. Ce que ça doit pouvoir faire, vous avez le plein droit de réclamer. Et ça, je pense que ce n'est pas dans le bruit qu'il faut réclamer. Et je sens beaucoup plus au niveau de la chaîne portuaire, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de passion. Ce qui fait qu'en réalité, on laisse tout ce qui est objectif, on s'attaque aux subjectivités. Vous voyez, vous pouvez aller à une séance pour pouvoir mettre quelqu'un peut-être, c'est pas trop, il peut y avoir quelques boudes en termes de propos, en termes de phrases. Mais si vous allez pouvoir prendre ça et travailler, vous ne pouvez pas réussir la négociation. Vous savez, celui qui est là, quand vous voulez négocier avec quelqu'un, il y a la manière par laquelle vous le négociez. Parce que la personne, si vous voyez que la personne a envie de régler votre problème, vous prenez les dispositions nécessaires. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand vous payez de l'argent dans la caisse d'une structure, dans la caisse du trésor public, on est en droit de réclamer, d'accord, des réparations. C'est la moindre des choses. Mais si on n'a pas assez, vous ne devez pas être fatigué d'écrire. Vous ne devez pas être fatigué de relancer. Vous ne pouvez pas dire c'est leur habitude. Non. Si c'est leur habitude, si ce n'est que leur habitude, on aurait dû ne rien faire. Ça veut dire qu'il faut toujours les relancer pour qu'ils puissent sentir effectivement le réel besoin. Quel est l'intérêt de l'État à avoir les trafics en baisse? Aucun intérêt. Je dis, l'État béninois n'a aucun intérêt à voir le trafic portuaire à la baisse, puisque c'est dans le trafic qu'il gagne. S'il y a moins de trafic, les transitaires vont moins travailler, l'État va moins recevoir de l'argent. Même Bénin, un contrôle en caisse va moins recevoir de l'argent. Donc ça agit sur toute la chaîne portuaire. Donc l'idéal, c'est comment faire pour relancer les trafics. Et pour le faire, ce n'est pas forcément
Benin contrôle seul. Ce n'est pas forcément le port autonome seul. Encore que le Benin contrôle, c'est une structure qui est en contrat avec le port autonome. Donc, au niveau du port autonome, si on veut réformer, on réforme. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a diminué les coûts de transit. Mais malgré ça, les gars ne viennent pas. Si on diminue le coût de transit, mais pourquoi ils ne viennent pas? Pour motiver, normalement. Alors, pourquoi ils ne viennent pas? Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, exposer le problème, discuter du problème. Ce qu'on avait dit tout à l'heure. Vous voyez un peu. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Moi, je vois beaucoup plus au niveau de la méthodologie. Et quand vous voulez négocier, et vous identifiez vraiment les goulots d'étranglement, et vous faites des propositions objectives, je ne pense pas que l'autorité puisse fermer les oreilles. Je ne pense pas que l'autorité puisse ne pas vous écouter. Et puis aujourd'hui, vous avez la capacité de faire des propositions concrètes. Vous avez dit que le chef de l'État aurait dit avec certaines personnes, si vous me convainquez, je peux changer de position. Mais si vous ne parvenez pas à trouver les bons arguments, ça veut dire que vous ne parvenez pas à le convaincre. Donc moi je pense que ce qu'il faut faire, lorsque vous sentez qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes au niveau de la chaîne portuaire, faites des propositions. Ce n'est pas avec des bâtons rompus on pourra régler les problèmes. Il vaut mieux aller avec douceur et régler les problèmes. L'autre chose que je voudrais dire, les problèmes portuaires ne datent pas d'aujourd'hui. C'est des problèmes que vous avez vécus depuis des années. Alors, est-ce qu'on peut régler tous les problèmes au même moment? La réponse est non. Ce que moi je vous propose en tant que consultant, c'est d'identifier les problèmes majeurs et de vous attaquer à ces problèmes majeurs et de les régler. En réglant un problème majeur, vous êtes en train de régler également d'autres problèmes annexes. Parce que la plupart du temps, vous allez les voir, ils vont lister des problèmes plein comme ça. L'autorité ne pourra pas. Aucune autorité au monde ne pourra. Donc il va falloir aller hiérarchiser un peu les besoins, les difficultés du secteur pour commencer par les attaquer. Vous êtes une association. Une autre association peut prendre également un autre problème. Organisez-vous de manière à ce que nous, en tant que consommateurs, nous puissions vraiment sentir l'effort que vous faites. Mais quand vous allez en rang dispersé, et vous allez en rang dispersé sur les mêmes points, comprenez que vous n'aurez pas gain de cause. Et là, je pense que la méthodologie, elle est aussi capitale en la matière. Oui. C'est vrai. Vous êtes structuré, justement. Voilà, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais ce que vous êtes en train de dire, ça dit, c'est comme si, bon, ils n'ont pas... C'est encore compris ce que vous êtes en train de dire. Le grand frère, le doyen n'a pas encore compris ce que vous êtes en train de dire. Ça dit, nous avons toujours écrit, même pour demander audience même. Parce qu'on a senti que, il y a, là, ça arrive. Mais comment faire maintenant pour que ça n'arrive pas? Nous avons toujours commencé par écrire. Par exemple, vous n'avez pas dit non, parce que c'est ici, dans un pays, qu'ils ont trouvé de 18 kg de cocaïne dans un conteneur. Et ils n'ont jamais interdit l'importation de volailles ni de gésier. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé un véhicule déclaré réexportation. Ils ont trouvé sur le tronçon Nigeria. Parce qu'ils ont fait fraude. On a accepté qu'ils ont fait fraude. Mais du coup, ils ont supprimé la réexportation. Alors que c'est un régime. Parce que c'est les clients guinéens-équatoriens, les Congolais qui viennent ici acheter et s'en vont avec le véhicule. Mais ils ont bloqué ça depuis plus de 2 ans, depuis près de 2 ans. Et les gens viennent, ils sont obligés de partir à Lomé, d'aller à Lomé pour faire les achats. Mais quand ils ont pris le goût de Lomé, même si vous commencez ici, ils ne vont plus venir. On a écrit au directeur général des douanes pour aller le rencontrer par rapport à ce problème. Nous ne sommes pas allés là-bas, il a accepté notre invitation. Mais nous ne sommes pas allés là-bas par hasard. Mais arrivé là-bas, il s'est attaqué à moi directement. Directement m'a attaqué. Parce qu'on a posé le problème. Et quand il a pris la parole, c'est moi qui l'ai attaqué directement. Il n'a plus rien entendu. Il m'a attaqué. Parce que pourquoi? Parce que le problème devant la justice béninoise. Mais pourquoi je ne les ai pas et ça dit, est venu en aide. Parce que j'ai fait une mission, j'ai dit, au lieu que ils vont traiter le dossier à la douane, ils ont préféré aller à la justice. Voilà ce qui se passe à la justice. Et on entraîne les douaniers devant les tribunaux. Ce n'est pas bien. Mais c'est pas là. C'est le péché que j'ai commis. Et ça attaque directement moi. Et maintenant, le problème que nous avons amené, il n'y a pas de solution jusqu'aujourd'hui. Les gens préfèrent aller au Togo. Vous vous êtes rencontrés, ça date de combien de temps déjà? Mais ça fait au moins 6 mois. Hein. Après, on a demandé maintenant encore de le rencontrer. Parce que quand on a fini la réunion, il dit qu'il a fini la réunion. Automatiquement, il y a un chef qui est là, qui dit, monsieur le directeur, mais il n'a pas fini la réunion. Il faut qu'on finisse ce qu'ils ont amené. Il dit, non, lui a fini. Si eux veulent nous rencontrer, de nous appeler et parler. Alors que c'est lui l'autorité qui doit prendre ses responsabilités. Mais c'est étonnant. C'est ça, car le directeur des douanes que je connais, ce n'est pas lui qui est là aujourd'hui.
des droits que moi je connais, quand il était receveur, ce qu'il a fait, mais il vous appelle, vous venez, vous négociez, vous parlez ensemble. Mais aujourd'hui, il a complètement changé. Il ne veut plus nous rencontrer. Mais c'est un peu bizarre. Parce que c'est nous qui sommes les porteurs d'affaires. Ce ne sont pas les douaniers. C'est nous qui vont chercher les clients, les fidéliser, les amener. Ce ne sont pas les douaniers. Ce ne sont pas même non plus les agents de Béné-Contrôle. C'est nous. Nous sommes sur le terrain, sous la pluie, sous le soleil. Et nous risquons notre vie pour aller rencontrer même les importateurs là, au Nigeria. Regardez Madougouri, où il y a les Boko Haram. Nous allons là-bas les rencontrer pour dire non de venir. Parce qu'il y a la sécurisation chez nous. Parce que Béné-Contrôle a commencé. Et ils disent non. Parce qu'eux, ils ont peur de leur vie. Oui, Justico, ça se joue ici. Il n'y a que l'autorité a aussi un travail vraiment à faire. Oui, je suis d'avis que l'autorité a beaucoup de choses à faire. Parce que, vous savez, c'est dans leur effort que l'autorité doit pouvoir travailler. L'autorité ne pourra pas tout voir. Puisque eux sont les principaux acteurs. Ces principaux acteurs doivent pouvoir mettre d'accord sur le tapis les vrais problèmes du secteur. Je vous dis, lorsque vous allez en négociation, et il y a peut-être déjà des couacs pour la première séance, souffrez que l'autorité n'accepte pas vous pour recevoir pour la seconde fois. Mais c'est normal, c'est humain. C'est normal, il n'y a rien de politique là. Il n'y a rien de politique. Quand vous voulez négocier, négocions. A dit, on va s'écouter, on va prendre des décisions ensemble. La plupart du temps, je vois beaucoup plus des positions déjà prises avant les négociations. Et en termes de négociation, on doit s'attendre à deux éventualités. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Le retour du PVI, votre vis-à-vis, percevait cela comme un autre rouleau d'étranglement, voilà, qui ne disent pas son nom, pour la pérennité des activités, surtout la fluctuation. Mais en sa forme actuelle, est-ce que le PVI en soi pourrait être un obstacle? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Si les choses sont faites de la bonne manière, à ma connaissance, non. Je vous assure tout, le PVI, c'est un très bon programme. C'est un programme bien mûri. Si les choses se sont déroulées de la manière par laquelle moi j'ai eu connaissance du PVI, je ne pense pas qu'un seul importateur va vraiment se plaindre. Le problème est très clair. Donc je ne peux pas... C'est la praticabilité. Donc le problème se résume aux humains. Le problème que nous avons, c'est les humains. Nous avons de très belles réformes. Mais c'est les hommes qui vont appliquer les réformes. C'est les hommes. La lourdeur administrative dont on parle, qui renvoie d'autres clients au niveau du port de Lomé. Mais il faut régler cela. Si un document que vous voulez avoir en une journée, on vous traîne, vous devez l'avoir en 5 jours, or le client est en mesure de l'avoir en 1 heure de temps à Lomé, il préfère aller à Lomé pour avoir le document. Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens nécessaires pour. Les hommes qui sont là, qui travaillent au niveau de la chaîne portuaire, savent qu'ils doivent pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes pour que l'État puisse avoir vraiment les ressources nécessaires. C'est vrai que, vous savez, durant tout le temps que Dieu fait, les importateurs avaient un peu, je peux dire, grigé un peu l'État. Parce que, par le passé, même si vous voulez faire des importations, et vous allez prendre la carte d'importateur de quelqu'un, rapidement, ça se passe, et puis tu fais les formalités douanières, tes marchandises sortent du port autonome de Cotonou rapidement. Mais, ces importateurs ne mesuraient pas, en fait, les conséquences fiscales de ces actes-là. Et un beau matin seulement, c'est venu, et c'est tombé sur eux. Ah, je demandais, aujourd'hui, maintenant, il faut demander, lui, il est là, il est un acteur. Si on lui demande maintenant de remettre sa carte d'importateur pour faire sortir de la marchandise, il va réfléchir 1000 fois avant de le faire. Parce que tout le temps, les importateurs ont bénéficié de cette aisance-là. Ça a été toujours comme ça. Mais quand un régime vient, on essaie quand même d'assainir un peu les choses et on souffre. Tout le monde doit pouvoir sentir ça. Effectivement, aujourd'hui, j'ai des amis transitaires pleins. Ils souffrent de ça. Parce qu'il y a des tasses nouvellement créées qui sont là, qui n'existaient pas, qui sont là, mais il y a des tasses qui ont été réduites également, qui allaient dans l'intérêt de tout le monde. Et je pense que on ne peut pas continuer par travailler de la même manière. Si on veut réformer, on réforme. Retenez également que les réformes sont difficiles. En toutes choses, même au niveau de votre télévision, vous voulez mettre en place des réformes, il y aura forcément des résistances. Et c'est avec le temps que ça va prendre. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir la carapace dure. Et que ceux-là qui veulent conduire les réformes, conduisent les réformes en bon père de famille.
C'est ça le plus important chez moi. Moi, je suis beaucoup plus dans l'objectivité. Lorsque vous voulez conduire des réformes, personne ne peut vous en vouloir pour ça. Mais il faut conduire les réformes en visant l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Si vous visez l'intérêt général, c'est le problème. Si, tant est que eux, ils ont crié pour dire, par exemple, que devant le port autonome de Cotonou, il y a des trous quand il pleut. Mais c'est une bonne action qu'il faut saluer. C'est une bonne action. Au moins, même si vous n'avez pas rencontré le directeur des infrastructures, mais ils ont entendu. Ils ont entendu et ils ont pris les dispositions, même si la disposition n'est pas une décision définitive. Ils ont pris les initiatives. Ça veut dire que les dirigeants, si nous nous assignons, aucun dirigeant ne peut nous faire notre propre bonheur. Sans nous-mêmes, on doit pouvoir être derrière eux. Sinon, ils ne vont rien faire. Ils ont assez de choses à faire. Et nous-mêmes, nous devons être là. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes au niveau de la veille citoyenne. La veille citoyenne à votre niveau, dans la collégialité ou aussi quelquefois des crocs en jambes qui viennent donc plomber les initiatives que vous avez. Vous savez, oui, je ne sais pas. Vous savez, je suis en train de parler de la fuite des clients. Moi, je vais toujours continuer dans ce sens. Parce que vous avez demandé, vous avez dit ici maintenant qu'il y a des baisses, des trucs là quoi. C'est qu'ils ont baissé les tasses. Oui. À part le transit qu'ils ont baissé, mais tout ce qui se trouve actuellement en consommation, ils ont au contraire augmenté le prix. Ils ont augmenté le prix. Quoi, par exemple, je prends le cas de l'AIB. De l'AIB, ça dit le budget d'exercice 2018 a pris en compte 1%. Ils ont dit que c'est une taxe, 1%, que nous payons. Au cours de l'année, ils ont encore augmenté 3% de l'AIB. Alors que nous payons déjà 50 000 francs comme à compte forfaitaire. Et l'AIB, c'est un compte forfaitaire. Les 50 000 francs que nous payons, c'est un compte forfaitaire. Ça veut dire à compte forfaitaire. Mais quand vous avez constaté automatiquement, parce que les 3%, c'est selon la valeur en douane. C'est selon la valeur en douane que ça augmente. Mais quand nous avons constaté, on s'est rapproché des autorités de la douane, tranquillement, on les a posé la question. Quand nous avons constaté une augmentation, sans même nous aviser, et eux aussi, ils ont dit que c'est faux, que ce n'est pas vrai, que d'amener les preuves. Nous avons tiré une déclaration, on les a amenés. C'est là qu'ils ont vu que c'est l'AIB. Mais qui a augmenté? Qu'est-ce qui s'est passé? Eux aussi ne savent pas. Quand nous avons rencontré le directeur, lui-même il est étonné. Peut-être que lui-même ne savait pas. Qui a fait ça? Que maintenant, qui va se rapprocher de son homologue du Trésor pour en savoir plus. Mais juste aujourd'hui, nous ne continuons pas à payer les 3%. Et vous n'avez pas de retour? On n'a pas de retour. On n'a pas de retour. Ça n'a pas de retour. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a BSC. BSC où ils ont arraché ça de CNCB. Ils ont donné ça pour le pouvoir faire un contrat avec BIM. Vous savez ce qui se passe là-bas aussi? Nous payons la BSC là 2 fois. Les importateurs, avant de charger le navire, ils doivent payer d'abord BSC là. D'abord. Et si vous voulez payer là-bas, ça fait quelque chose de 16 400, si je ne me trompe pas, 16 400. Si vous ne payez pas là-bas, et vous fraudez, vous verrez si vous payez avec amende 50 000. Ce qui fait 66 400. Vous ne devez pas frauder. Vous ne devez pas frauder, normalement. Oui. Mais ils préfèrent maintenant payer là-bas. Mais arrivé ici, ils disent non. Ils vont encore payer ça ici. Bim. Comment ça? Mais on dit, mais ça. Maintenant, ils ont mis les douaniers comme des gardiens. Et quand jamais le dossier va en circuit, c'est-à-dire va au contrôle, le douane regarde directement le BSC. Et quand c'est sur Niger, si c'est une marchandise vers le Niger, on paie 116 000. Mais si c'est les véhicules, on paie 66 400. Les importateurs ont refusé. Maintenant, ça a devenu un problème. Quand ils sont d'accord. Maintenant, si vous payez là-bas, là, envoyez-nous le retour. Vous savez ce qui se passe? BIM n'a pas de représentants dans tous les ports. BIM a de représentants uniquement que dans 2 ports en Europe. Celui qui a payé sa marchandise aux États-Unis, comment est-ce qu'il pourrait payer BSC là? Donc, il est obligé de ne pas payer. Mais si maintenant, si vous venez, si vous payez, vous savez ce qui se passe? Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de traçabilité. Vous payez le BSC, vous amenez même le même connaissement que vous avez déjà payé. Vous revenez encore pour dire, vérifiez-moi si c'est payé. Ils vont vérifier que ce n'est pas payé. Alors vous venez de payer ça tout de suite. Vous donnez l'argent. Non, ça dit, c'est pour voir si c'est vrai ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, parce qu'avec CNCB, quand vous payez automatiquement, vous allez là-bas, vous dites que c'est payé. Mais vous n'allez même pas là-bas. On ne va même pas vous facturer. Mais ici maintenant, on dit, vous faites le jeu,
vous payez, vous venez pour dire, regardez-moi c'est payé, ils vont dire que ce n'est pas payé. Ça veut dire que l'argent qu'ils ont encaissé, il n'y a même pas de traçabilité pour ça là. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Donc l'importateur paie 2 fois. Ça fait que les importateurs sont fâchés. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a d'autres même qui ont déjà fermé. Allez voir les packs. Les packs sont en train de fermer. Les clients, les importateurs libanais sont en train de partir. Parce qu'ils voient qu'il n'y a plus d'affaires au Bénin. Mais dans quel pays il n'y a pas d'affaires? Dans quel pays il n'y a pas de corruption? La corruption existe dans tout pays. Mais il faut encadrer. Il faut encadrer. Parce que nous avons des preuves. Nous avons beaucoup de preuves. Quand on va parler, nous allons parler. Mais nous avons vu que le chef de l'État a beaucoup de... c'est-à-dire, il a envie de faire quelque chose pour le Bénin avant 2021, avant son départ en 2021. Parce qu'il a dit qu'il va faire ce qu'il peut faire. Mais nous sommes obligés de l'aider. Tout le monde est obligé de l'aider. Et nous avons le droit, le devoir même de le faire. C'est pourquoi nous avons pris l'option, l'initiative de l'écrit pour dire, nous avons des problèmes ici. Et ces problèmes, ça fait macagaï pour l'État. Maintenant, c'est lui maintenant, comme avec les douaniers, les autorités de la douane, on n'a pas eu gain de cause. Maintenant, lui n'a qu'à nous aider par rapport à ça. Pour l'instant, vous attendez. Ok. Oui. Non, j'ai dit vous attendez oui. Par rapport à la suite qu'on vous donnera pour votre dossier. C'est ce que veut dire Audrey Rustico. Une fois encore, c'est les hommes qui sont interpellés, mais à divers niveaux. Là, vous pensez qu'il y a une formule à ça lorsque il y a de ces problèmes qui se posent de ces façons-là à différents échelles? Oui, il vient de dire tout à l'heure que le chef de l'État a envie de faire beaucoup de choses. En même temps, je souligne que oui, il a envie de faire beaucoup de choses, mais pas sans nous. C'est ce que j'ai dit. Je dis bien, mais pas sans nous. Parce que nous constituons un acteur très important pour pouvoir l'aider. Le chef ne voit pas tout. Et quand nous voyons quelque chose, la manière par laquelle nous faisons naturellement des observations au chef, cette manière est très importante. Moi, j'ai mon entreprise, j'ai des collaborateurs, je peux faire des erreurs. Si mes collaborateurs doivent pouvoir me faire des reproches, il y a la manière. Je tiendrai compte de la manière avant de réagir. C'est pour vous dire qu'au niveau de notre chaîne portuaire, les problèmes datent de très, très, très longtemps. Et il ne faudrait pas qu'on cherche à régler tous les problèmes portuaires. Prenons juste un seul problème que vous avez dans le système et réglons cela. Vous allez voir, si chaque régime venait pour régler au moins un des principaux problèmes, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne pense pas que notre port serait toujours un port de service. C'est un port qui dessert seulement les autres. On passe par là pour aller vers. Et depuis que nous sommes en train de parler, est-ce que nous avons parlé même des investisseurs béninois? Nous avons parlé des Béninois? Non, nous ne faisons que parler des étrangers. C'est dangereux que nous tournons notre vente vers l'étranger. Nous-mêmes, là, à l'intérieur, l'économie se tourne sur la position locale. Rustico, c'est très important. De l'autre côté, qu'on n'a que quelques minutes. Par rapport à ce problème qui se pose au port actuellement, si vous avez un conseil important à donner, quel est-il? Alors moi, mon conseil, c'est tout simplement au niveau des ressources humaines. Vous savez, une chose est de penser à mettre en place des réformes, l'autre chose, c'est de préparer les hommes. C'est de préparer les hommes pour atteindre vraiment les objectifs. Il ne sert à rien. Sinon, vous pouvez même décréter une grande structure pour venir diriger le port. Mais si les acteurs, sur la chaîne portuaire, les éléments ne sont pas prêts, la mayonnaise va prendre du temps avant de prendre. Et c'est ça, en fait, le véritable problème. C'est les hommes qui sont à la base de tout ça. Merci à vous, Raoul Rustico. Oui, Marouf Salami. Oui, et ça dit, le problème, c'est quoi? C'est que, au niveau des réformes, que le chef d'État, chaque fois, nous impose, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication autour. Il n'y a pas de communication. Parce que il faut que, avant une réforme, il faut qu'on appelle les acteurs, parler avec eux et voir comment est-ce qu'on va commencer les réformes. Mais on vient un matin, on voit que ils ont augmenté le prix. Et on ne comprend plus rien. Même les douanes même ne comprennent plus. Parce que tous les matins, tous les jours, on dit mais qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que demain peut encore augmenter de prix. C'est le problème. Et les clients, nous devons nous avertir, nous avons averti les clients. Parce que les clients ne sont pas au Bénin, et ils sont à l'étranger. Et maintenant, quand nous avertissons, nous aussi, on va aller avertir les clients pour dire attention, à part de tel jour,
il y aura augmentation. Ou bien après de tel jour, il y aura diminution. Pour que le port puisse renaître Voilà. de ses cendres, Voilà. qu'avez-vous d'important à dire? Mais ça me ferait beaucoup plaisir si le chef de l'État confie le PVI aux douaniers. S'il confie le PVI aux douaniers pour dire maintenant, Bénin Contrôle a fait son expérience. Maintenant, vous aussi, faites votre expérience, on va voir. Parce qu'on a vu que les recettes de la douane ont baissé complètement. Maintenant, comme c'est baissé, ok, l'année prochaine, on va voir. Prenez PVI là et gérez, on va voir si par rapport, on va voir si c'est Bénin Contrôle qui a fait chuter les recettes de la douane. Ou c'est les douanes même. C'est là on va voir maintenant les responsabilités. Ultime conseil que vous donnez par rapport au port. Sincèrement. Mesdames, Messieurs, pour l'émission du jour, nous n'avons pas la prétention d'avoir creusé tous les aspects possibles de ce sujet, mais c'est vrai, c'est très important pour le fleuron de l'économie nationale. Il va falloir scruter aussi à l'interne pour que le port cesse d'être essentiellement un secteur de service. 100% Bénin. Pour le numéro du jour, on s'en arrête là, quitte à vous retrouver très bientôt. Et ce sera sur cette citation du comédien et dramaturge français, le célébrissime Molière. C'est son nom. Tous les hommes sont semblables par le parole. Ce n'est que les actions qui les découvrent et qui les diffèrent. Merci de votre attention. La main qui est la vôtre, on la saura de par vos actes. Bonne méditation et à très bientôt.